Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être si nombreux connectés. Désolée pour les 2 petites minutes de retard. Je vais attendre que tout le monde puisse arriver, mais je vois que vous êtes déjà pas mal. Donc, bienvenue à ce webinaire sur l'éco-conception pour les nuls. Les nuls, m'inclus dedans. Je me considère pas comme expert de l'éco-conception. Vous allez voir, l'idée c'est plutôt de vous donner quelques billes, quelques concepts et de voir aussi, pardon, quelles sont les idées reçues sur le sujet et comment on peut avancer ensemble sans se formant, soit par d'autres manières. Mais voilà, c'est un sujet qui est assez récent, donc j'ai pas la prétention d'être experte sur le sujet, mais après quelques échanges avec de nombreux intervenants sur l'éco-conception, j'avais envie de vous partager certaines choses que j'avais appris avec eux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Oriane Texera, je suis responsable pédagogique chez Indigo. Donc je m'occupe de construire et de piloter les formations d'Indigo et notamment d'animer les webinaires. En général, j'ai un intervenant avec moi. Aujourd'hui, ça sera moi toute seule. Donc peut-être que certains d'entre vous vont déjà assister à l'un de nos Indie Clubs. Donc les Indie Clubs, du coup, ce sont nos webinaires qui ont lieu plusieurs fois par mois, qui sont un moment pour vous, pour décrypter certains concepts liés à la RSE, liés à la réglementation, pour découvrir aussi de nouveaux métiers. Et donc, on essaye de faire ça, voilà, de manière assez régulière pour continuer à vous nourrir, soit après vos formations si vous êtes passé chez nous, soit pour vous donner, voilà, accès à cette information. Donc voilà, je suis hyper contente du coup de vous retrouver. Ça fait depuis 2 semaines, donc je suis contente, voilà, de revenir aujourd'hui. Donc pour ceux qui connaissent pas Indigo, Indigo, c'est l'école de la responsabilité. C'est une des écoles de Maria School. Donc Maria School, c'est un campus de 4 écoles. Donc il y a Lyon, qui est l'école de l'ère entrepreneuriale, Hiro, l'école du storytelling et du copywriting, Maestro, qui est l'école de la tech et du no-code, et Indigo, qui a été créé du coup il y a 1 an pour former au sujet de la responsabilité. Je vais pas vous parler des 4 écoles aujourd'hui parce que ça serait trop. Donc on va plutôt se concentrer sur Indigo et la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Donc Indigo, le constat, ça a été de se dire, on se rend compte que tout comme la transition numérique il y a quelques années, la responsabilité est un sujet qui prend de plus en plus d'importance au cœur des métiers. On a été pas mal sensibilisés, soit par la fresque du climat, par l'atelier d'automne, ou à titre personnel. On sent qu'il y a un engagement qui est hyper fort, sauf qu'aujourd'hui, nos métiers sont parfois hyper décorrélés de la réalité et on se retrouve pas entre nos engagements perso et notre vie professionnelle. Donc nous, on avait envie du coup de former les collaborateurs à intégrer le sujet dans leur métier, soit en leur proposant des formations de reconversion totale, soit en les formant sur un sujet spécifique, comme l'éco-conception par exemple, pour que justement ils intègrent une des compétences en plus de ce qu'ils font aujourd'hui. Donc ça c'était une volonté, voilà, qu'on avait en lançant Indigo. On avait aussi envie de créer une communauté de personnes qui avaient envie d'agir. Donc c'est pour ça que toutes nos formations sont en live, donc elles sont en ligne mais en live, pour que justement il y ait un sentiment de promotion et de personnes qui puissent échanger et débattre d'idées avec l'intervenant et aussi entre elles. Et aussi, on avait envie d'avoir des formations qui soient très pratiques. C'est pour ça qu'on a que des intervenants qui sont aujourd'hui soit des consultants carbone, soit des responsables RSE, mais en tout cas qui sont pas des formateurs, mais qui sont des personnes qui sont dans le métier aujourd'hui et qui connaissent les problématiques. Sachant qu'en plus, c'est des métiers qui sont super récents. Donc ça, c'était voilà, une volonté aussi hyper importante d'Indigo. Et la troisième chose, c'était qu'on s'était dit, bah, les sujets de responsabilité et d'environnement sont des sujets qui créent pas mal d'anxiété. Et donc, comment aussi on peut aborder ces sujets avec optimisme, ou en tout cas, comment on peut donner envie aux gens d'agir et du coup aussi diminuer leur anxiété, parce que le fait d'agir, on sait que ça permet de dire, bah aussi on fait notre part, c'est pas parfait, mais il faut aussi accepter ça, que c'est aussi une démarche en continu et que l'important c'est aussi de se lancer. Donc voilà, en 1 an, on a formé
Donc c'est même 133, même plus 133 alumni. On a pas mal d'intervenants, d'intervenantes avec qui ont travaillé avec nous. Si jamais vous êtes intéressés, d'ailleurs, on est toujours à la recherche. Donc j'en profite toujours pour faire aussi passer le message. Et surtout, on veut des ateliers pratiques. On veut pas des formations qui soient descendantes et inciter un maximum sur c'est à vous de faire et c'est comme ça que vous allez apprendre. Et ça, la pratique, c'est un point commun aux 4 écoles de Maria School. Alors, je regarde. Donc, vous avez le chat en effet à disposition. Je vois que vous avez déjà commencé à parler. Bonjour à tous. Merci pour vos petits messages. Donc, pour ceux d'ailleurs qui connaissent pas la plateforme, donc Livestorm, donc c'est normal, vous n'avez pas la caméra et le micro qui sont actifs. En revanche, vous avez le chat. Donc, tout au long de la discussion, n'hésitez pas à poser vos questions et je tâcherai du coup d'y répondre au fur et à mesure. Alors, maintenant que je me suis présentée et que je vous ai présenté Indigo, je vous propose du coup de vous présenter à votre tour. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat qui vous êtes, d'où vous venez? Donc, vous allez avoir un sondage qui s'affiche avec marqué quelle est votre fonction, donc vous pouvez voter là. Si jamais vous voyez que il n'y a pas la proposition et que votre métier est un autre, vous pouvez nous dire. Bonjour Valérie, bonjour Julien. Nous écrire dans le chat, voilà ce que vous faites, d'où vous venez, est-ce que vous venez de Paris, Lyon, Bordeaux, je sais pas. Et ce que vous faites dans la vie. Voilà, ça me permettra d'avoir un peu plus de visibilité, donc et de savoir avec qui je suis, parce que vu que je vous vois pas, c'est un peu mon seul moyen de. Je viens de terminer la formation chez Maestro, trop cool. D'accord, donc on voit qu'il y a des alumni Maestro qui sont en force aujourd'hui. Et ce qui est super, c'est de voir justement qu'on peut voilà avoir fait cette formée sur un sujet chez Maria comme la tech et après revenir pour se former sur un autre sujet. Et c'est ça en tout cas qu'on essaye d'inculquer, c'est que voilà, c'est hyper important de se former toute sa vie et que la tech n'est pas incompatible avec la RSE. Super, bah je continue, je vais continuer, je vous laisse continuer à vous présenter. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant quelle note vous mettez en éco-conception? Est-ce que vous découvrez tout juste le terme, donc 0? Est-ce que vous avez déjà entendu parler, vous savez vite fait ce que c'est? Ou vous maîtrisez totalement? Ce que j'espère pas, parce que du coup, ça veut dire que je vais avoir des questions très très pointues. Ok, on est plutôt sur début 3, d'accord. Bah Emma, n'hésite pas à compléter ce que je dis, du coup, vu que tu as un bon niveau. Et ça permettra voilà, d'enrichir la conversation. Donc c'est super qu'on ait des personnes qui soient plus ou moins expertes aussi. Super. Merci pour vos réponses. Alors, avant de rentrer en vif du sujet, je voulais demander qui a un téléphone acheté sur Back Market. Et vous allez aussi comprendre pourquoi je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez Back Market? Oui. Ah, ok. Ouais, ou ça peut être téléphone ou même un ordinateur. Ok. Ok, super. Donc on a une communauté de personnes très engagées. Alors du coup, déjà, si vous avez un téléphone acheté sur Back Market, sachez que du coup, on peut dire que vous avez un téléphone qui est éco-conçu. Donc c'est déjà que vous avez déjà un premier contact avec l'éco-conception. En effet, la raison pour laquelle Back Market est hyper connu aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils sont partis du principe que les téléphones, la fabrication des téléphones demandait énormément de ressources, à la fois minières et à la fois de consommation d'eau, et même dans le processus de fabrication, beaucoup de CO2, et se sont dit justement comment on peut proposer des téléphones de qualité sans bousiller la planète. Et en fait, ils se sont dit, bon, bref, on va juste reconditionner les téléphones. Ça peut paraître tout con, mais en fait, on n'y a pas pensé pendant pas mal d'années. On a mis assez longtemps à se rendre compte du problème. Et du coup, ils récupèrent des téléphones qui ont une durée de vie plus ou moins importante et ils changent soit la batterie, soit la caméra, soit l'écran pour les remettre à neuf. Et en fait, l'avantage, c'est que du coup, on se rend compte que bah, du coup, il y a moins d'impact sur l'environnement et surtout,
pour le consommateur, c'est quand même beaucoup moins cher. Au lieu de mettre 600 € dans un iPhone, on va plutôt sur au moins 300, enfin moitié prix, et tout le monde est gagnant. Et le Fairphone, en effet, Julie, c'est le niveau au-dessus. Le Fairphone, ce qui peut être... alors le Fairphone, c'est un autre type de téléphone, donc c'est la marque Fairphone. C'est hyper encore plus avancé. Eux, ils ont construit un téléphone de A à Z avec des matériaux éco-responsables. Là où sur le reconditionné, ça reste un iPhone. Donc on va partir ils vont prendre les mêmes outils, enfin les mêmes matériaux qui sont nécessaires pour un iPhone, juste on va en changer moins. On va changer que la batterie ou qu'une partie, mais ça reste des matériaux qui sont polluants, sauf que c'est en quantité minime. Là où Fairphone, ils vont prendre des matériaux qui eux-mêmes sont recyclés, ou en tout cas l'aluminium a été sourcé de manière responsable en faisant pas travailler des enfants. Enfin, c'est vraiment un niveau au-dessus. Et c'est un portable qu'on peut aussi réparer soi-même. On peut enlever aussi certaines pièces. Donc c'est vraiment le niveau supérieur de l'éco-conception. Mais après, au niveau du logiciel, ça va être un peu différent de l'iPhone. Donc certains aiment pas trop parce qu'ils veulent pas partir d'Apple. Enfin voilà. Mais oui, en effet, Fairphone, c'est un niveau au-dessus. Et donc voilà, ça c'est juste des chiffres sur juste le téléphone back market, et pourquoi ça a un impact énorme quand vous avez un achat sur back market. C'est que en fait c'est quand même 90% d'émissions CO2 en moins, donc ça c'est quand même juste lunaire. Et moi, un chiffre qui m'a vachement parlé, c'est le pourcentage d'eau préservée. C'est-à-dire que si on part du principe que vous consommez 2 litres d'eau par jour, ce qui est recommandé pour votre santé, mais moi je le fais jamais, et que vous vivez pendant 94 ans, et ben, enfin, c'est ça, c'est 82% préservé, donc c'est une consommation d'eau qui est énorme, et donc on se rend compte totalement, enfin, de l'impact, et c'est pour ça que du coup, Back Market a fait cette campagne, voilà, que je vous montrais juste avant, de publicité pour dire en fait pourquoi en fait c'est hyper important d'acheter du reconditionné, et encore mieux si vous pouvez d'acheter un Fairphone. Alors, on va essayer du coup de décrypter un peu le concept de l'éco-conception, mais du coup voilà, sachez que l'éco-conception, ça commence déjà avec des achats comme son téléphone, et en fait que ça s'étend sur plein de sujets, et que ça permet aussi d'innover, de trouver plein d'idées, et qu'en fait c'est pas un sujet qui est barbare, mais c'est un sujet qui peut être au contraire super cool. L'éco-conception, c'est donc une démarche qui est continue, donc c'est-à-dire que c'est une démarche qui est sans cesse en train de s'améliorer. On ne dit pas en fait qu'un produit est éco-conçu, d'ailleurs, on dit que le produit a suivi une démarche d'éco-conception. Ça veut dire qu'il est sans cesse en train de s'améliorer. Et le concept, c'est de viser à comment on intègre l'environnement. Donc, on peut dire l'environnement et aussi l'aspect social, parce qu'on se rend compte que dans la conception des produits, l'aspect social est aussi de plus en plus important, et on l'a vu notamment avec le problème des Ouïghours. C'est comment on intègre la protection de l'environnement et l'aspect social dès la conception du produit et jusqu'à la fin de vie de celui-là. Si je prends par exemple l'exemple d'un t-shirt en coton fait chez H&M, on va concevoir le t-shirt, on va faire le design, la styliste va concevoir le truc, ok. Elle va avoir besoin d'extraire des matières premières, à savoir le coton. Et le coton, du coup, on va se dire, est-ce qu'on prend un coton qui est bio? Est-ce qu'on prend un coton qui est plutôt traditionnel? Sur le coton bio, déjà, on peut dire que dès l'extraction de la matière première, on sait que le coton bio, consomme beaucoup moins d'eau. Donc là, on est sur la première étape. Après, on va le fabriquer en usine. On va regarder, est-ce que l'usine, par exemple, utilise des panneaux solaires pour fonctionner à l'électricité? Est-ce qu'elle récupère l'eau, les eaux usées je sais pas, pour la réintégrer dans son processus de fabrication? Est-ce que les personnes qui travaillent dans l'usine travaillent 18 heures par jour et sont totalement exploitées? Ça, c'est hyper important aujourd'hui de se dire que il y a cet aspect-là social ne peut pas être dissocié de l'environnement, on en a vraiment conscience. Le transport, est-ce que ça va être je transporte jusqu'à la boutique H&M en avion, ou au contraire je vais préférer le bateau? Et enfin aussi, après on arrive plutôt sur l'usage, et l'usage, ça va être de se dire comment aussi je peux inciter à avoir des comportements plus responsables quand j'utilise mon produit. Alors sur le t-shirt, par exemple, ça peut être un peu plus compliqué, mais ce qu'avait fait sur l'usage la marque Vache qui rit, c'était associé à Too Good To Go pour sensibiliser sur les dates de péremption. Et justement, avait expliqué la différence entre la date vraiment où il faut pas limiter, il y a la date de préférence et la date limite.
Et ils avaient expliqué justement enfin, l'importance de bien lire les dates pour justement pas jeter son produit, alors qu'en fait, on peut encore l'utiliser après la date indiquée. Mais bon, ça du coup sur le t-shirt, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, la fin de vie, c'est-à-dire une fois que le t-shirt il a été utilisé, il est troué par exemple. Est-ce que je le jette à la poubelle ou est-ce que je peux le déposer dans des centres de recyclage, dans des bornes, pour que le coton soit réutilisé pour concevoir d'autres t-shirts. Ce qui est important de se dire, c'est que l'éco-conception, du coup, voilà, c'est un cycle, il y a plusieurs étapes. Quand on commence, on pourra jamais s'attaquer aux 6 étapes. C'est c'est hyper dur. On peut pas se dire, OK, là, je vais changer le coton bio, la fabrication, le transport, c'est hyper dur. C'est une démarche où, voilà, faut se dire, OK, je commence par une étape. Je vois l'étape déjà aussi qui va me coûter pas trop cher, qui va être aussi simple à mettre en place. Il faut pas du tout se mettre la pression en disant, je vais attaquer les 6 étapes d'un coup parce que sinon, je pense qu'on voit ça comme une montagne. Il faut plutôt se dire, voilà, je me lance dans cette démarche et ça va être, l'idée, ça va être de s'améliorer petit à petit au fur et à mesure, sur mon produit, déjà sur un produit, puis après on va pouvoir aussi l'appliquer sur d'autres produits quand on a plusieurs. L'éco-conception, elle est partie à la base du principe que le modèle actuel sur lequel on fabriquait des produits, des services, enfin des produits, on était sur une économie linéaire. C'est-à-dire, on s'est dit, ok, trop cool, on extrait des ressources, notamment beaucoup de pétrole, on fabrique nos produits, donc on fabrique notre t-shirt par exemple, on le distribue dans toutes les boutiques H&M, en plus en faisant des collections qui sont à base de 5000 références, on l'utilise et après on le jette à la poubelle. Donc c'est vraiment un truc linéaire, c'est-à-dire qu'en fait, on extrait des ressources, on les utilise, et ces ressources après, on n'en fait plus rien, ça devient juste des déchets. Voilà, la fin de notre économie, c'était on finit en déchets. Et en fait, on s'est rendu compte que un déchet, ça n'était pas forcément une fin en soi, mais qu'en fait, on pouvait partir d'un déchet pour refaire un produit. Et en fait, c'est ça l'économie linéaire, c'est de voir comment justement on peut concevoir des produits, les utiliser et faire en sorte qu'ils restent toujours dans une boucle et de manière à ce qu'en fait le déchet se transforme en nouvelles ressources. Par exemple, si on prend l'exemple toujours du t-shirt, on peut se dire, bah, mon t-shirt, ok, il est troué, mais il y a quand même énormément de matières qui sont encore de bonne qualité. Ça peut dire qu'il y a juste un petit trou dans le t-shirt qu'on peut rien en faire. Mais justement, on peut se dire, bah, en fait, ce t-shirt, on va le passer dans une machine pour récupérer les fibres et recréer un nouveau t-shirt à partir de ça. Et ça, il y a énormément de marques qui le font. Parce que elles ont remarqué qu'en fait, bah, du coup, elles n'avaient pas à extraire de nouvelles ressources et qu'en fait, ça leur coûtait beaucoup moins cher de réutiliser un produit existant et de le recycler plutôt que d'aller récolter du coton neuf. Et donc voilà, l'économie circulaire, c'est ce vers quoi on tend. C'est de dire, en fait, on a de moins en moins de ressources, on est tous OK pour dire qu'il y a une énorme pénurie, je ne vais pas vous le rappeler aujourd'hui. Et donc, comment on peut rentrer dans une boucle vertueuse comme ça, où le produit peut soit se recycler, soit allonger la durée de vie, soit soit ou alors comment on peut aussi changer l'utilisation de son produit. Par exemple, si on part du principe du vélo, par exemple, le vélo, il y a quelques années, on se disait bon bah si je veux me déplacer, j'achète mon vélo. C'était un peu la seule utilisation possible. Aujourd'hui, bon, il y a quelques années, il y a eu Vélib qui est sorti, et même tous les vélos en libre service. On s'est rendu compte qu'on n'avait plus forcément besoin d'avoir son propre vélo à soi, qui allait parfois rester des années dans la cave et ne jamais être utilisé, ou alors juste pour la sortie dimanche, mais qu'en fait, on pouvait mettre à disposition un produit qui est supervisé par une entreprise, et en fait, on propose du coup un service et plus un produit. Et ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est qu'on vend une fonctionnalité, on vend plus un produit. Et ça, c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui sur plein d'entreprises. Ça peut être la location de vêtements, par exemple pour les enfants, vu qu'on sait que le temps durant lequel est porté un vêtement pour un enfant est hyper court. Ça peut être le vélo, ça peut être Decathlon a fait ça sur les tentes, Quechua. Ils se sont rendus compte que la tente, on l'utilise 4 fois et après, on l'utilise pas. Donc, on peut louer des choses comme ça pour justement limiter l'extraction de ressources. Et donc voilà, donc ça c'est donc là vous avez tous les piliers de l'économie circulaire, et donc l'éco-conception est une des solutions de l'économie circulaire. Donc il y en a plein, mais aujourd'hui on va s'attarder juste sur l'éco-conception. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à vous intéresser au principe de l'économie circulaire si vous l'avez pas encore fait, parce que vous allez voir que c'est hyper intéressant. Et une des entreprises, moi, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Circulaire, je vous la mets dans le chat,
et une entreprise justement qui a rencontré des startups qui ont des solutions d'économie circulaire. Et ils les mettent en relation avec des grands groupes. Et justement, ils font collaborer les grands groupes avec ces startups qui ont une solution mais qui ont du mal à la déployer à grande échelle, et les grands groupes qui sont un peu en panique parce qu'ils ont du mal parfois à trouver des solutions innovantes. Ils les font travailler ensemble. Et circulaire, justement, du coup, ils ont beaucoup d'exemples de cas comme ça. Donc, je vous invite à regarder ce qu'ils font, c'est passionnant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, moi, je continue, mais n'hésitez pas à m'interrompre dans le chat. Je pourrais y répondre. Hop. Et donc, du coup, est-ce que, d'après ce que je vous ai dit, est-ce que vous avez des questions sur l'éco-conception? Est-ce que vous avez des idées reçues si vous en avez déjà entendu parler? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui si jamais vous en faites pas? Qu'est-ce qui fait que soit vous lancez pas, soit ça vous paraît, enfin, genre ça vous paraît une montagne, ou quels sont les freins, en tout cas, vous pouvez rencontrer? Voilà, là c'est un peu l'occasion aussi de les mettre. Comme ça, moi, je pourrais peut-être voir comment on peut y répondre. Mais en tout cas, une des premières idées reçues qu'on a sur l'éco-conception, c'est ça va me coûter cher. On se dit, voilà, ça va être encore des process à mettre en place, des nouveaux matériaux hors de prix à aller chercher, comme si on allait travailler sur des produits, sur des matériaux qui sont chers, alors qu'en fait, on se rend compte que, comme je vous le disais avant, certains déchets peuvent être utilisés comme des ressources, donc en fait, ça peut nous coûter pas cher, même si après, forcément, il y a du travail à faire sur les machines, le recyclage. Ça peut être hyper intéressant de voir justement comment on peut utiliser, par exemple, il y a une entreprise de baskets qui fait des baskets à partir de peaux de raisin. Bah, typiquement, c'est un déchet. Ça ne coûte rien de récupérer de la peau de raisin, c'est dans la nature, mais justement, ça peut être, on se rend compte qu'il y a vachement de vertus et qu'en fait, on peut recréer un produit à partir juste de peau de raisin, et ça qui est hyper intéressant. Par contre, les entreprises se sont rendues compte que l'éco-conception, en fait, c'était pas trop coûteux, et que même ça pouvait nous faire gagner de l'argent, et que la marge bénéficiaire des produits éco-conçus était environ 12% supérieure à celle des produits classiques. Parce qu'en fait, du coup, ce que je dis, c'est que parfois la matière, on la trouve comme ça dans la nature, donc à portée de main. Donc parfois, on utilise des déchets, donc c'est encore mieux. Si on part du principe qu'on fabrique dans une usine, et qu'on arrive à mettre en place des processus pour consommer moins d'électricité ou moins d'eau, bah, on va diminuer nos coûts. Donc en fait, il y a plein de manières de diminuer ces coûts, et au final, on se rend compte que c'est avantageux pour l'entreprise et que c'est pas trop coûteux. Et en plus de ça, l'ADEME, qui est donc l'agence de l'environnement, l'ADEME accompagne toutes les entreprises qui vont se lancer dans des démarches d'éco-conception. Donc, elle vous conseille déjà sur votre démarche, parce que c'est des choses qui sont assez nouvelles, et surtout, elle finance beaucoup de projets. Donc, l'ADEME, en tout cas, soutient énormément ces projets. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir, parce que ça peut vous permettre, du coup, d'être mieux conseillé. La mesure d'impact. Je regarde vos questions en même temps. Alors, sur la partie éco-conception numérique, moi, je suis pas trop calée sur le sujet. Je sais qu'il y a des outils aujourd'hui comme Greenspector. Je vous le mets dans le chat, qui est un outil qui permet, c'était Orange qui l'avait utilisé, il permet d'analyser un site internet ou une application et de vous dire là où vous pouvez diminuer l'impact de votre site internet. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un site où vous avez énormément de vidéos, énormément de grosses images, et ben en fait votre site il va ramer, ça va demander beaucoup d'énergie, parce qu'en fait la qualité va être très bien, mais votre site va ramer, donc déjà vous avez une chance pour vous, enfin, déjà ça consomme plus, et en plus ça fait chier les utilisateurs, parce que votre site parfois va mettre du temps à se lancer, et du coup vous risquez de perdre des gens. Je sais que Greenspector fait des analyses sur ça. Allez expliquer à Apple ou à Samsung. Alors oui, dans l'exemple de Apple ou Samsung, je pense pas que ce soit simple. Là, moi, je prends pas l'exemple de Apple ou Samsung, mais en tout cas, il y a énormément de cas où on peut se lancer dans une démarche. Et en tout cas, nous, on va pas faire changer forcément Apple ou Samsung, mais en tout cas, déjà acheter du reconditionné, c'est déjà une manière de participer à ça. Hop. Je vais Alors, l'éco-conception signifie avoir des produits de mauvaise qualité. Ça aussi, c'est une idée reçue qui est assez importante. On pense que du coup, vu que c'est des nouveaux matériaux, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, alors que en fait, c'est l'inverse.
vu qu'on veut avoir des produits qui durent plus longtemps, en fait, on est obligé d'avoir des produits de bonne qualité. Et donc, justement, le fait de s'attarder sur chaque étape de son produit, on va se dire, on va tester des matériaux et on va se dire, en fait, on veut que les personnes achètent le moins de produits possible, donc on est obligé d'allonger la durée de vie. Donc ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que justement, vous aurez des produits de meilleure qualité grâce à l'éco-conception. L'éco-conception n'a pas d'impact significatif. En effet, là, on pense que c'est des petits changements. En fait, non. C'est le fait de repenser tout le cycle de vie, ça peut diminuer jusqu'à 70% l'impact environnemental de votre produit. Donc ça dépend, c'est jusqu'à 70%, c'est pas le cas systématiquement. Et le but, c'est pas forcément d'atteindre directement 70%, mais si déjà vous changez une étape et que vous passez du coton traditionnel pour votre t-shirt au coton bio, c'est déjà une première étape. Et après, la deuxième étape vous dit, bah là, je lance mon produit. Et puis, quand j'aurai un peu plus avancé, je vais m'attaquer au transport, je vais m'attaquer à la fabrication. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça peut vraiment diminuer, du coup, l'impact sur l'environnement et du coup, l'impact sur vos coûts. L'éco-conception, c'est une mode passagère. Bah justement, non. Comme je vous l'ai expliqué sur le tube d'économie vers lequel on tend, vous avez dû le voir sur énormément d'entreprises, l'économie circulaire, c'est la nouvelle économie sur laquelle on se base. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix et on n'a plus de ressources. Enfin, en tout cas, on a presque plus de ressources sur certaines choses. Donc, on doit innover. On doit innover, on doit aller chercher de nouveaux matériaux et on doit repenser les manières de faire. Donc, justement, c'est pas une mode passagère, c'est quelque chose qui va durer sur le long terme. Et surtout qu'en plus, la réglementation est de plus en plus sévère sur le sujet. Et aujourd'hui, ça va être, donc en 2024, la CSRD va s'appliquer à 50 000 entreprises européennes. La CSRD, c'est une loi qui va demander aux entreprises de déclarer leurs performances extra-financières. Donc, c'est la différence de financier. Au lieu de déclarer leurs objectifs financiers, ils vont devoir dire justement qu'est-ce qu'ils font pour l'environnement, qu'est-ce qu'ils font pour les humains. Et donc ça va faire partie d'un rapport qui est obligatoire. Donc 50 000 entreprises, on voit que c'est quelque chose qui va se généraliser et donc il y aura des obligations. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans l'éco-conception uniquement par contrainte réglementaire. Mais bon, parfois c'est ce qu'il faut et ça permet au moins d'aider à se lancer. Mais c'est aussi pour ça que l'ADEME soutient vachement les projets parce qu'elles savent que c'est pas facile pour les entreprises de se lancer sur ça. L'éco-conception est complexe et difficile à mettre en œuvre. Alors ça, non. Justement, c'est voilà ce que je vous répétais, c'est que c'est une démarche d'amélioration continue. C'est pas grave si justement on n'est pas le produit est 100% parfait au début. Dès le début, il y aura justement des étapes à franchir, ça va prendre du temps. Et ce qui est hyper important, ce que nous dit une personne qui travaille chez Decathlon, c'est la collaboration. Quand vous faites de l'éco-conception, vous allez devoir travailler avec, vous avez vos fournisseurs classiques, vos prestataires. Et en fait, vu que vous allez impacter la chaîne de valeur de votre produit, c'est hyper important de collaborer avec vos fournisseurs et de justement voir comment eux, ils peuvent changer leur process. Si l'usine de fabrication avec laquelle vous travaillez, elle pollue énormément, et ben justement, il y aura aussi un travail à faire avec eux pour réfléchir aux solutions pour justement diminuer l'impact de leur usine. Et en fait, on part du coup d'une économie aussi où chacun fonctionne un peu en silo et chacun est dans son tunnel, alors que justement l'éco-conception, ça va être repenser ensemble tout le produit pour trouver les meilleures solutions. Et donc du coup, c'est assez intéressant parce que ça permet de trouver des nouvelles formes de travailler et de collaborer qu'on n'aurait pas forcément eu avant. Voilà, maintenant, d'après ce que je vous ai dit, est-ce que vous connaissez d'autres marques qui font de l'éco-conception, qui ont des exemples intéressants à partager? Voilà, c'est un peu l'occasion aussi de se partager des exemples, peut-être comme Back Market, Fago. Ouais, Fago du coup qui fait des chaussures, très bien, très bon exemple. Corail, Corail, il me semble que c'est aussi des chaussures. Il y a beaucoup de chaussures de marques de chaussures qui se sont lancées sur le sujet. Ouais, c'est entourage. Ok. Et là, qu'est-ce que fait Ah oui, c'est ça, des déchets plastiques. Ouais, je connais des marques de maillots de bain aussi qui fait ça, qui récupèrent des filets de pêche et qui recyclent le plastique. Zeta, du coup, il me semble que c'était celle-là dont je parlais sur le raisin. Trop bien.
Merci, Jolane, pour cet exemple. Et voilà. Et moi, justement, un des cas que j'ai vu, qui m'a vachement interpellée. Est-ce que vous savez en quoi est fait cette combinaison? Les matières premières, du coup. C'est quoi les matières premières majoritaires à votre avis, une combinaison bouteille recyclée? Alors, pétrole, c'est la combinaison. Pardon, je me suis mal exprimée. Pétrole, c'est la combinaison classique d'une combinaison. Déchets de la mer. Ouais, on a la bonne réponse, Emmanuel. Peut-être que tu connais le cas. Des huîtres, essentiellement. C'est une marque française qui a décidé justement qui est parti du principe que les combinaisons, bah, du coup, c'était 99% de pétrole. Et en fait, ça fait partie du coup des microplastiques qui sont rejetés dans l'eau. Donc bah, déjà, une planche de surf aussi qui s'abîme, ça peut rejeter un peu de plastique, mais aussi les combinaisons. Et du coup, ils se sont dit comment on peut trouver d'autres manières de créer des combinaisons. Et donc, leurs produits qu'ils ont sourcés en majorité, c'est les coquilles d'huîtres. Et en fait, ils arrivent à faire de la poudre en broyant ces coquilles d'huîtres pour concevoir la majorité en tout cas de leur combinaison. Et en plus de ça, ils ont utilisé plein d'autres matériaux, donc des pneus recyclés, du nylon recyclé, du polyester, donc tout ce qui est un peu, parce que forcément pour le plastique, il y a des choses qui sont on a du mal à le remplacer aujourd'hui. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que voilà, ils ont juste au lieu de prendre juste du pétrole, qui aurait été juste le produit dont on aurait besoin, là il y a donc 6 produits différents pour concevoir une nouvelle combinaison. Donc, ils ont fait énormément de recherches et en fait, ils ont appliqué ça à toutes leurs combinaisons. Donc, maintenant, c'est pas juste, venez, il y a une combinaison qui est co-conçue, c'est toute la gamme. Et ça, c'est hyper, moi, je trouve que c'est hyper inspirant de voir qu'en fait, on peut utiliser des coquilles vides pour faire une combinaison que moi, ça me paraît improbable. Mais c'est hyper cool. Et en plus de ça, ils se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi mis en place un système de recyclage de leurs combinaisons. Et donc, en fait, vous arrivez dans la boutique, votre combinaison, elle est usagée, vous la mettez dans leur poubelle. Ils le recyclent en tout petits bouts de combinaison et ils l'utilisent pour faire du rembourrage de matériaux. Donc, soit du rembourrage, par exemple, pour le bâtiment, pour la construction. Et c'est aussi ce qu'on fait parfois avec des vêtements usagés dont on ne sait plus quoi faire. On les recycle en petits bouts et en fait, c'est de l'isolation pour les bâtiments ou des choses comme ça. Et donc voilà, et on voit que du coup, c'est un exemple d'éco-conception parce qu'en fait, à la base, il y a la matière première qui a été sourcée, qui a été hyper réfléchie. Il y a le traitement de la matière première. Et enfin, ouais, exactement, ils ont breveté ça. Et ils s'occupent aussi de la fin de vie, c'est-à-dire qu'ils sont pas juste en mode, OK, on vend nos combinaisons et amusez-vous bien dans l'eau. Ils récupèrent et ils recyclent. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un engagement sur toute la chaîne du produit. Donc ça, je trouvais que c'était. Donc ça, justement, c'est un des exemples que j'ai vu sur Circulaire. Ils ont plein d'exemples comme ça et ils les partagent souvent sur leur page LinkedIn. Et c'est hyper intéressant chaque semaine d'avoir l'exemple d'une startup qui a trouvé un produit innovant et je trouve ça assez intéressant. Euh, tac. Et voilà. Et une autre chose que je voulais dire sur l'éco-conception, c'est que ce qui est hyper intéressant, c'est que ça permet de sortir de la vision du carbone. On parle beaucoup de bilan carbone, c'est un sujet qui prend énormément de place et c'est aussi le sujet aujourd'hui qu'on maîtrise le mieux. Mais en fait, le problème du bilan carbone, c'est que on n'est que sur le CO2, qui est un aspect du changement climatique, alors qu'on voit que le dérèglement climatique, ça impacte énormément de choses. Ça impacte la qualité de l'eau, la biodiversité, ça impacte l'eutrophisation, c'est la pollution de l'air. Enfin, il y a énormément d'autres choses qui sont impactées. Le dérèglement de certains habitats, certains écosystèmes, et qu'en fait, on peut pas être seulement focus sur le carbone. Et c'est ça que permet l'éco-conception, c'est que une fois qu'on va étudier son produit, on va regarder vraiment tous les impacts. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'éco-conception, c'est multicritère. Donc c'est parce que voilà, ça sort de la vision du carbone, et multi-étapes, parce qu'en effet, on va regarder toutes les étapes de la vie du produit. Donc ça, c'est vraiment une plus-value, et c'est pour ça que souvent on dit que l'éco-conception est aussi très complémentaire du bilan carbone. Là où le bilan carbone va s'attarder à l'empreinte CO2 d'une entreprise, l'éco-conception, ça va être vraiment sur le produit. C'est vraiment un produit en soi. Donc on part
enfin, l'entreprise, c'est trop bien de connaître son impact CO2, mais il faut aussi connaître l'impact d'un produit aussi pour pouvoir avancer. Merci Claire pour le partage d'une marque à base de coquillages. Trop bien. Ça s'appelle comment du coup? C'est Friendly Frenchy. Je sais pas si c'est le nom de la marque ou pas. Ok, trop bien. Merci pour le partage. Et voilà. Et en plus, un autre sujet qui est hyper important à savoir sur l'éco-conception, c'est que après le bilan carbone, c'est dans le top 3 des sujets qui sont prioritaires aujourd'hui pour les entreprises, les sujets d'économie circulaire et d'éco-conception. Et en fait, on se rend compte que les gens sont pas du tout formés à ça, même pas sensibilisés, en dehors de former. Et justement, il faut former au sujet pour qu'on puisse aller voir les directions marketing et qu'au moment où le marketing conçoit son offre, conçoit son produit, qu'ils aient directement ce prisme-là. Même s'ils n'auront pas forcément toutes les solutions parce qu'ils vont travailler avec des ingénieurs, avec la R&D, avec des fournisseurs, ils seront jamais tout seuls, mais en fait, il faut que directement, ils pensent à ça, ils aient le réflexe de se dire, est-ce que là, le produit que je suis en train de proposer, c'est viable pour l'environnement? Est-ce que c'est raisonnable, en fait, ce que je suis en train de proposer? Et donc, nous, c'est pour ça que on s'est dit, avec Indigo, il faut qu'on commence à sensibiliser et à former, du coup, sur ce sujet. Et donc, comment on peut clairement se former à l'éco-conception? Nous, on a mis 3 choses en place. La première, ben donc, comme vous le savez, donc c'est les Indie Clubs, du coup, comme aujourd'hui, où voilà, on a envie de vous sensibiliser ou de vous apporter quelques billes sur le sujet, même si l'éco-conception, c'est un sujet, encore une fois, qui est très complexe. Donc, je suis pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais justement, le but, c'est de se former pour connaître un peu plus la technicité et les outils. Mais voilà, en tout cas, les Indie Clubs, c'est au moins fait pour décrypter certains concepts. On a aussi notre newsletter mensuel où on va traiter d'un sujet, donc un sujet par mois qu'on décrypte dans notre newsletter, qui est gratuite. Donc ça, c'est des contenus vraiment, vous pouvez y aller, c'est toujours ouvert à vous. Et ensuite, forcément, il y a la formation qui est pour nous un moyen vraiment pertinent de pouvoir passer à l'action et de sentir légitime sur le sujet. Et donc voilà, nous, on a lancé un programme éco-conception, qui est un programme du coup qui dure 15 heures. C'est 3 heures à raison de une séance par semaine. Et le but du coup, c'est de vous apprendre à intégrer l'environnement dans votre processus de conception de produits et de services. Et du coup, de voir en fait comment vous pouvez développer par rapport à vos concurrents un avantage concurrentiel. Parce qu'en fait, l'éco-conception, c'est un avantage compétitif. Vous allez, en fait, ça va vous permettre d'innover, de baisser vos coûts et en plus de satisfaire les consommateurs. Donc en fait, c'est tout bénef pour vous et c'est vraiment un truc qu'il faut intégrer. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut proposer une formation pour sensibiliser à ce sujet-là. Et donc, c'est une formation qui va sur plusieurs aspects. À la fois, donc déjà revoir les bénéfices de l'éco-conception et vous montrer en quoi c'est un levier de différenciation. Acquérir les étapes clés aussi de l'analyse de cycle de vie, donc ce que je vous ai montré, la boucle, le cycle de vie. Comment on fait, par quel bout on commence? C'est quoi la méthode pour justement bien analyser les différents impacts de son produit? Quels sont les outils et les méthodes associées? Du coup, on aura justement une session avec un focus sur l'éco-conception numérique. Donc, il y a une session de 3 heures qui est dédiée à ça. Et enfin, une fois que son produit il est prêt et qu'on a trouvé les solutions, comment on communique dessus sans faire du greenwashing, c'est-à-dire si notre produit, par exemple, je prends encore le cas du t-shirt, vous avez un t-shirt qui est en coton bio, donc vous avez une étape du cycle de vie mais que par exemple c'est encore des Ouïghours qui fabriquent les t-shirts, que c'est des transports en avion et que en fait l'usine pollue un max, vous pouvez pas faire une communication au grand public en disant regardez le t-shirt est éco-conçu green 100% responsable. Genre c'est pas possible de dire ça. Par contre, vous pouvez dire voilà mon t-shirt il est composé à 100% de fibres bio. Ça vous avez le droit de le dire, c'est un fait, mais vous pouvez pas dire que votre produit est éco-conçu si parce qu'en fait c'est il sera jamais à 100% éco-conçu, il y aura toujours des choses à améliorer. Donc ça, c'est des choses voilà, qu'on peut vous apprendre aussi en termes de communication. Hop. Là.
Je regardais en même temps s'il n'y avait pas de questions dans le chat. Et donc le programme, donc c'est un peu ce que je vous expliquais. Donc du coup, il y a 5 semaines à la suite. Donc vous avez une première session qui remet le cadre, les enjeux de l'éco-conception, donc à la fois business et à la fois d'un point de vue environnemental et social. Vous avez une deuxième session à 100% sur l'analyse de cycle de vie, où vous allez utiliser un outil. Donc c'est une session où il y a encore plus de pratique que les autres, sachant que chaque session, c'est 1 heure et demie de théorie, 1 heure et demie de pratique. Mais là, sur l'ACV, donc analyse de cycle de vie, c'est une session où il y a plutôt même 2 heures de pratique, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour vraiment comprendre comment faire un ACV, ça sert à rien de vous faire 2 heures de théorie, mais il faut se lancer. Ensuite, les solutions innovantes pour éco-concevoir. Donc, ça peut être passé aussi par utiliser d'autres concepts comme l'économie de la fonctionnalité. Ça peut être les nouveaux matériaux, les nouveaux procédés de fabrication. Enfin, voilà, toutes les solutions qu'on peut utiliser pour son produit. L'éco-conception d'un produit numérique, donc sur un site web ou une application. Et enfin, du coup, la partie communication. Pour la formation, nous, les profs avec lesquels on travaille, on a soit des personnes qui étaient dans des cabinets de conseil comme Greenflex ou Greenly, et donc qui ont travaillé avec énormément de boîtes, donc qui ont accompagné plusieurs boîtes sur les sujets de conception. Soit on a aussi des professeurs, donc Marie par exemple, qui était directrice communication RSE chez Decathlon, et Decathlon qui est très avant-gardiste sur le sujet. Qui pourra justement faire un retour d'expérience sur le sujet. Donc, elle, sur la partie plutôt communication. Pour la partie web, on travaille avec Florian, qui est formateur web et Green IT chez Needs for School et qui a l'habitude, du coup, de former à ces sujets-là. Et pour la partie plutôt sur les solutions, on travaille avec Jean-Sébastien Tronchon, qui est accompagnateur en transition de modèle économique chez Imatera et qui a travaillé notamment sur le changement de modèle économique de la balle de tennis. On a fait une conférence sur le sujet. Vous pouvez trouver le replay sur YouTube. Donc, je peux vous le partager. Donc, vous allez sur YouTube, peut-être que... Ah, Maya School, j'ai quelqu'un qui va le partager pour moi. Mais voilà, et qui explique justement comment, en fait, on change le modèle économique de la balle de tennis, qui est justement un produit qui... une fois qu'il est abîmé, on le jette, et en fait, qui est un produit qui pollue énormément, qui est aussi fait à base de pétrole. Et du coup, lui, il accompagne voilà ces entreprises à repenser totalement leur manière de faire, donc sur des processus longs de 6 mois, 1 an. Enfin voilà, on voit que c'est vraiment des bouleversements pour l'entreprise, et c'est pour ça qu'il faut se former et qu'on doit commencer dès maintenant à se sensibiliser. Voilà, moi je pense que sur la partie éco-conception et sur la formation, je pense que je vous ai pas le de billes. Après, l'idée, si vous avez, vous, plus de questions, on peut vous envoyer la brochure et vous pouvez échanger avec quelqu'un de l'équipe. On vous a posé une question dans le chat, enfin dans le sondage, pardon. Est-ce que vous envisagez de vous former à l'éco-conception dans les 6 prochains mois? Donc, n'hésitez pas à nous dire si le sujet vous intéresse, si vous avez envie de creuser. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le sondage. Hop. Et en tout cas, voilà, si vous avez, si vous avez des questions, voilà, on a encore quelques minutes, que ça soit sur l'éco-conception, sur la formation, voilà, n'hésitez pas à me les partager. On a encore quelques temps. Alors non, vous n'avez pas de travail entre les sessions, mais vous avez de la pratique à chaque session. Il y a toujours 1 heure et demie de pratique où le prof passe dans tous les groupes et vous accompagne, mais il n'y en a pas entre les sessions pour le coup. Comment cette formation est financée? Alors justement, je pense que je vais avoir une slide après. Vous pouvez financer par CPF, par les OPCO, par Pôle emploi et aussi par l'AR2, voilà, qui est une aide régionale pour les franciliens. Donc voilà, vous avez tous ces types de financement, sachant que du coup, nos formations sont certifiées Calliope. Donc vous pourrez avoir pas mal de manières de financer votre formation. Et pour le logiciel, alors là, j'ai plus la réponse.
Il faudrait que je redemande à Reda justement qui pilote la partie ACV. Mais je pourrais vous retrouver la réponse. Je peux regarder. Là, je l'ai pas sous les yeux, mais je pourrais vous le retrouver le nom du logiciel. Voilà. Et si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end un peu en avance, et je vous dis à bientôt pour un prochain Indie Club. Merci. Au revoir.